Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 dans la ville toscane de Vinci, près de Florence, en Italie. Il était le fils illégitime de Ser Piero da Vinci, un notaire florentin, et d'une paysanne nommée Caterina. Sa naissance hors mariage signifiait qu'il n'était pas éligible à la profession de notaire comme son père. Léonard a passé ses premières années dans le hameau d'Anciano, chez sa mère. À partir de l'âge de 5 ans environ, il a vécu dans la maison de son père, dans la ville de Vinci. Son père épousa une jeune fille de 16 ans, Albiera Amadori, qui affectionnait Léonard mais mourut jeune. Léonard a reçu une éducation informelle en latin, géométrie et mathématiques. Vers l'âge de 14 ans, il fut placé en apprentissage chez le célèbre artiste Andrea del Verrocchio à Florence. L'atelier de Verrocchio était l'un des plus beaux de Florence, un centre d'activité intellectuelle et artistique ponton. En tant qu'apprenti, Léonard a appris la peinture, la sculpture et divers arts technico-mécaniques. Il a été exposé à un large éventail de compétences pratiques, notamment le dessin technique, la chimie, la métallurgie et la menuiserie. La légende raconte que Verrocchio fut tellement impressionné par le talent de son élève qu'il résolut de ne plus jamais peindre. Cet événement supposé est lié à la contribution de Léonard au tableau de Verrocchio, augué le baptême du Christ en 1472. À l'âge de 20 ans, Léonard fut qualifié de maître au sein de la Guilde de Saint-Luc, la Guilde des artistes et des docteurs en médecine. Même après être devenu maître, il a continué à collaborer avec Verrocchio. Sa première œuvre datée connue est un dessin à la plume et à l'encre de 1473 représentant la vallée de l'Arno Pomponès. Ce dessin démontre son intérêt novateur pour le paysage et les effets atmosphériques. En 1476, Léonard et 3 autres jeunes hommes furent accusés anonymement de sodomie. Les accusations ont été rejetées faute de preuves, mais l'incident a peut-être motivé son secret ultérieur. L'une de ses premières grandes commandes indépendantes fut à Yoga, l'adoration des mages, pour les moines, de San Donato à Scopto. Ce tableau est resté inachevé lorsque Léonard est parti pour Milan en 1482. Yoga, l'adoration des mages est révolutionnaire pour son regroupement complexe de figures et sa profondeur émotionnelle. En 1482, Léonard s'installe à Milan pour travailler au service de Ludovic Sforza, le duc de Milan, Il s'est présenté au duc principalement comme ingénieur militaire, énumérant ses talents artistiques presque après coup. Léonard a travaillé à Milan de 1482 à 1499. Pendant cette période, il a peint à Iua, la Vierge au rocher, Il existe 2 versions de ce tableau, l'une au Louvre et l'autre à la National Gallery de Londres. Le tableau est remarquable pour sa technique du abbé sfumato, un flou doux et brumeux des contours. Son œuvre la plus célèbre de cette période est Tiughe, la scène peinte pour le réfectoire du couvent de Santa Maria del Grassi. Tiughe, la scène capture le moment de consternation parmi les 12 apôtres après que Jésus annonce que l'un d'eux le trahira. Léonard a choisi de peindre sur un mur sec, avec de la détrempe et de l'huile, plutôt que selon la méthode traditionnelle de la fresque tiernée. Cette technique expérimentale n'était pas durable et la peinture a commencé à se détériorer quelques années seulement après son achèvement. La composition, avec tous les apôtres d'un côté de la table, était une innovation significative. Pendant son séjour à Milan, Léonard a également travaillé sur une statue équestre colossale en bronze de Francesco Sforza Ponte. Ce projet, connu sous le nom de Aega Gran Cavallo, était l'un des plus ambitieux de sa carrière. Le modèle en argile a été achevé, mais le bronze destiné à sa fonte a été utilisé pour des canons à la place. Le modèle fut plus tard détruit par des soldats français qui l'utilisèrent pour s'exercer au tir, après avoir envahi Milan en 1499. Les carnets de Léonard de cette période sont remplis d'une gamme incroyable d'études. Il a étudié l'anatomie, la botanique, la géologie, la zoologie, l'hydraulique et l'aérodynamique. Ces études anatomiques étaient basées sur la dissection de corps humains et animaux. Ces dissections étaient souvent pratiquées en secret et étaient contraires aux édits de l'Église. Ces dessins du squelette humain, des muscles et du cœur et du système vasculaire sont remarquablement précis. Il a été le premier à dessiner la colonne vertébrale humaine avec sa courbure correcte. Il a fait des découvertes révolutionnaires sur le fonctionnement des valvules cardiaques. Léonard a conçu de nombreuses machines, dont des machines volantes, un véhicule blindé et un scaphandre.
Ses conceptions de machines volantes étaient basées sur le vol des oiseaux et des chauves-souris. Il a compris que les humains manquaient de la puissance musculaire pour battre des ailes, comme les oiseaux. Son concept de char blindé comportait un placement de canon à 360 degrés et était propulsé par des hommes tournant des manivelles. Il a également conçu une arbalète géante, destinée à intimider les ennemis. Après la chute de Milan, Léonard a fui la ville avec son assistant, Salai, et le mathématicien, Luca Pacioli. Il s'est rendu à Mantoue puis à Venise, où il a été consulté en tant qu'ingénieur militaire. En 1500, il retourna à Florence, où il fut reçu comme un enfant du pays célèbre. On lui a donné un atelier au monastère de la Santissima, Annunziata Pompon. C'est là qu'il a créé le carton pour aider la Vierge, l'enfant Jésus avec Sainte Anne et Saint Jean-Baptiste Ponce. Cette œuvre était si populaire que hommes et femmes, jeunes et vieux affluaient pour la voir, comme s'ils assistaient à une grande fête. En 1502, Léonard entra au service de César Borgia, fils du pape Alexandre VI. Il a servi comme architecte et ingénieur militaire en chef de Borgia, voyageant à travers les territoires de son mécène. Il a créé certaines des premières cartes modernes, qui étaient d'une immense valeur stratégique. Après la chute du pouvoir de César Borgia, Léonard retourna à Florence en 1503. Il a été chargé par la seigneurie de peindre une immense fresque, la bataille d'Anghiari, au Palazzo Vecchio. Cette œuvre devait être placée face à une fresque de son rival, Michel-Ange, la bataille de Cassina, la bataille d'Anghiari, Léonard dépeignait une lutte furieuse pour un étendard, se concentrant sur la fureur brute des hommes et des chevaux au combat. Il a de nouveau utilisé une technique expérimentale, tentant de mélanger de la cire à ses pigments, ce qui s'est avéré désastreux. Le tableau n'a jamais été achevé et a finalement été perdu, bien que des copies de la section centrale par d'autres artistes subsistent. Durant cette seconde période florentine, Léonard a peint ce qui allait devenir le portrait le plus célèbre au monde. C'était le portrait de Lisa del Giocondo, maintenant connue sous le nom de la Joconde Giocondo. Le tableau est célèbre pour sa technique du sfumato et l'expression ambiguë du sujet. Léonard aurait travaillé sur le tableau pendant des années et l'aurait gardé avec lui jusqu'à sa mort. L'identité du modèle a été débattue pendant des siècles, mais il est maintenant largement admis qu'il s'agit de Lisa Gherardini, l'épouse d'un marchand florentin. En 1506, Léonard fut rappelé à Milan par le gouverneur français, Charles d'Amboise. Il a passé une grande partie des 7 années suivantes à Milan, travaillant sur divers projets pour ses mécènes français. Il a poursuivi ses études anatomiques avec l'aide du médecin Marcantonio della Torre. Il prévoyait de publier un traité complet sur l'anatomie, mais il ne fut jamais achevé. De 1513 à 1516, Léonard vécut à Rome, espérant le mécénat du pape Léon X. Son séjour à Rome fut en grande partie frustrant, car il reçut peu de commandes majeures. Il a été éclipsé par des artistes plus jeunes comme Raphaël et Michel-Ange, qui étaient occupés par de grands projets pontificaux. Il s'est plaint dans son carnet. Les Médicis m'ont fait et m'ont détruit. En 1516, à l'âge de 64 ans, il accepta une invitation du roi François Ier de France. Il reçut le titre de Égat Ier peintre, ingénieur et architecte du roi Le roi lui a fourni une résidence confortable, le château du Clos Lucé, près du propre château du roi. François Ier traitait Léonard avec une grande admiration et lui aurait rendu visite fréquemment. Léonard a passé ses 3 dernières années à organiser et éditer sa vaste collection de carnets. Il a également travaillé sur les plans d'un nouveau palais royal à Romorantin. Un accident vasculaire cérébral avait paralysé sa main droite, mais il était encore capable de dessiner et d'enseigner avec sa gauche. Léonard de Vinci est mort au Clos Lucé le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans. La légende veut qu'il soit mort dans les bras du roi François Ier, bien que ce soit probablement un embellissement. Dans son testament, il a légué ses peintures, dessins et carnets à son élève préféré, Francesco Melzi. Melzi a conservé les carnets pendant des décennies, mais après sa mort, ils ont été dispersés et vendus. On estime que seul un tiers environ des écrits de Léonard a survécu. Son héritage en tant que peintre repose sur un très petit nombre d'œuvres survivantes, probablement moins de 20 fins. Malgré cela, son influence sur les générations d'artistes suivantes a été immense. Son utilisation du sfumato et du clair-obscur, lumière et ombre, a établi de nouvelles normes pour la peinture. Les études scientifiques de Léonard étaient en avance de plusieurs siècles sur leur temps. Il était un polymathe, une personne dont l'expertise couvre un nombre important de domaines différents.
Ses carnets, écrits dans une écriture miroir caractéristique, témoignent de sa curiosité insatiable. Il écrivait de droite à gauche, peut-être pour rendre la lecture de ses notes plus difficile pour les autres ou parce qu'il était gaucher. L'Aïové, homme de Vitruvieux, est l'un de ses dessins les plus célèbres, liant l'art et la science. Il représente les proportions idéales du corps humain, telles que décrites par l'ancien architecte romain Vitruvius. Léonard était végétarien toute sa vie, une pratique rare à son époque, fondée sur son amour pour les animaux. Il était connu pour sa belle apparence, sa force physique et son élégance vestimentaire. Ses manières courtoises et ses talents de conversation faisaient de lui une figure populaire dans les cours qu'il servait. Il a entretenu une relation longue et étroite avec deux de ses élèves, Gian Giacomo Caprotti da Oreno, surnommé Salai, et Francesco Mezzi. Salai, qui signifie « agaille petit diable eucheux », était un assistant espiègle et gênant que Léonard a néanmoins toléré pendant 30 ans. Francesco Mezzi, en revanche, était un compagnon loyal et noble, devenant l'héritier de Léonard. Les études de Léonard sur l'écoulement de l'eau et la turbulence ont été pionnières dans le domaine de l'hydrodynamique. Il a conçu des systèmes de canaux, des écluses et des dragues pour divers mécènes. Ses observations géologiques ont correctement identifié que les fossiles étaient les restes d'une vie ancienne. Il a également compris que les montagnes étaient formées par le soulèvement de la croûte terrestre sur d'immenses périodes. Il a conçu des machines de scène et des costumes pour les divertissements et festivals de cour. Son génie était si diversifié qu'il l'a souvent conduit à laisser des projets inachevés alors que ses intérêts changeaient. Cette tendance à procrastiner et à se laisser distraire était un trait de caractère qui a duré toute sa vie. La redécouverte de ses carnets scientifiques au XIXe siècle a fondamentalement changé la perception de lui, passant de simple peintre à génie universel. L'œuvre de Léonard continue d'inspirer les artistes, les scientifiques et les inventeurs à ce jour. Il incarnait véritablement l'esprit de la Renaissance, la Aroubaix Renaissance, lieu de l'apprentissage et de la culture. Le dessin anatomique d'un fœtus dans l'utérus par Léonard de Vinci était le premier du genre. Il a étudié les propriétés de la lumière et de l'ombre avec une rigueur scientifique. Son traité sur la peinture était une collection de ses écrits destinés à guider les jeunes artistes. Il a inventé une pompe hydraulique qui est encore utilisée dans certaines parties du monde. Léonard de Vinci a conçu une ville à 2 niveaux, séparant le trafic piétonnier et commercial du transport sur roues. Sa profonde compréhension de l'acoustique est évidente dans ses conceptions d'instruments de musique tels que la viola organista. Il était fasciné par le concept du mouvement perpétuel, concevant plusieurs machines dont il a finalement prouvé qu'elles étaient impossibles. Léonard de Vinci a correctement théorisé que la faible lueur de la Lune est due à la lumière du Soleil réfléchie par la Terre, connue sous le nom de lumière cendrée. Son tableau Yabé Ginevra de Bensilleux est remarquable pour le buisson de genévrier derrière le modèle, un jeu de mots sur son nom. Léonard de Vinci ne s'est jamais marié et n'a pas eu d'enfant. Il a utilisé sa profonde connaissance de la botanique pour s'assurer que les plantes dans ses peintures étaient botaniquement exactes. Le tableau Yabé Salvator Mundi, attribué à Léonard, est devenu le tableau le plus cher jamais vendu. Sa vie était un témoignage de l'idée que l'art et la science ne sont pas des disciplines séparées, mais sont profondément entrelacées. Il a étudié l'anatomie des chevaux de manière approfondie, pour le monument Sforza. Ses écrits contiennent des fables et des prophéties, montrant un côté littéraire et philosophique. Ogé, la dame à l'hermine de Léonard, est un portrait de Cecilia Gallerani, la maîtresse de Ludovic Sforza. L'hermine dans le portrait est rendue avec une précision anatomique et une signification symbolique. Il a conçu un système d'engrenage qui est considéré comme un précurseur de la transmission moderne. L'ampleur même de ses intérêts et de ses connaissances continue d'étonner les érudits. Léonard de Vinci a exploré les mécanismes du rire et du bâillement humain. Son ouvrage sur la perspective, Ogé, traité de la peinture, a été un texte fondateur pour les artistes de la Renaissance. Il était fasciné par les têtes grotesques, esquissant de nombreux visages bizarres et exagérés. L'héritage de Léonard est celui d'une curiosité sans bornes et de la poursuite incessante de la connaissance. Il a expérimenté différents mélanges de pigments pour obtenir des effets de couleurs uniques. Ses observations géologiques l'ont amené à remettre en question le récit biblique du déluge. Le tableau inachevé à Saint-Jérôme dans le désert est une étude puissante de l'ascétisme et du réalisme anatomique. Léonard a conçu un pont tournant qui pouvait être rapidement déployé pour un usage militaire.
Il a fait des études détaillées de l'œil humain, décrivant correctement comment il forme des images sur la rétine. Ces carnets contiennent la première conception connue d'un parachute, des siècles avant le premier saut réussi. Léonard de Vinci était un maître du dessin, utilisant des techniques comme la pointe d'argent et la sanguine, avec une habileté inégalée. Il fut l'un des premiers artistes à créer des dessins botaniques scientifiquement précis. Son influence se voit dans l'œuvre de nombreux peintres de la haute Renaissance, dont Raphaël. L'œuvre de Léonard incarne la croyance humaniste dans le potentiel et la dignité de l'individu. Ses plans pour une ville idéale étaient une réponse aux villes médiévales ravagées par la peste. Léonard était profondément intéressé par la musique et il était connu comme un interprète doué sur la lyra da braccio pom. Il a inventé des systèmes automatisés, dont un chariot autopropulsé qui peut être considéré comme un premier robot. Ses derniers mots auraient été « Obé, j'ai offensé Dieu et l'humanité, car mon travail n'a pas atteint la qualité qu'il aurait dû avoir. L'héritage de Léonard de Vinci ne réside pas seulement dans ses œuvres finies, mais dans les questions qu'il a posées et les méthodes qu'il a développées.